Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Un lundi de Pentecôte de Patricia Delahaye, lu par Sébastien Poudroux. Du même auteur, La Faussaire, 2022, Pocket, 2023. Un père à la truffe, in Déguster le noir, recueil de nouvelles sous la direction d'Yvan Faute, 2023. Pour toi, Hubert, mon amour. À vous, mes enfants chéris, Vincent et Aléna, Sébastien et Constance. À vous, mes 4 merveilles, Iliana, Stanislas, Samuel et Joachim. J'aime les faits divers et les gens qui les lisent, car il faut beaucoup d'humanité pour aller voir au-delà des horreurs qu'ils racontent. Véronique Mahé, Un lundi de septembre, au Père Tranquille. Avant-propos. Quand l'affaire Ranucci a éclaté, j'avais à peu près le même âge que ce beau jeune homme, menotté, qui faisait la une des journaux. Nous étions tous les deux des enfants du printemps. Par effroi, sans doute, je ne m'attardais pas sur le crime dont on l'accusait. Je fixais ce visage angélique et ne pouvais croire à sa culpabilité. Il avait l'allure et le visage d'un frère, d'un ami. J'étais mûr pour lire avec passion, quelques années plus tard, Le Pullover rouge, l'excellent livre de Gilles Perrault. Il m'a vite persuadé que mon beau jeune homme était victime d'une erreur judiciaire, et j'y repensais quelquefois comme à une ombre portée au tableau national. Les années ont passé et d'autres enfants, hélas, ont été enlevés, abusés, assassinés. On a dénoncé de plus en plus souvent les violences sexuelles et la pédophilie dont on parlait peu à l'époque de l'affaire. Des livres, ceux de messieurs Fratacci, Bouladou, Vincent, sont venus bousculer les arguments de Gilles Perrault. Je me suis à nouveau passionné pour ce fait divers, et en particulier pour ces zones obscures qu'aucun document, à mon avis, n'éclairait vraiment, à savoir, qui était Ranucci? Quelles étaient ses relations avec sa mère? A-t-il vu son père le matin du meurtre et que s'est-il passé entre eux? Pourquoi s'est-il écrié sincèrement « Je ne suis pas un salaud » ? Et pourquoi a-t-il eu ce comportement suicidaire pendant son procès? Quel rôle sa mère a-t-elle joué? Quand a-t-elle su? Qu'a-t-elle dit? Pensé? J'essaie dans ce roman de répondre à ces questions en suspens, pour recréer mon affaire Ranucci. J'ai prêté au personnage des pensées, des relations, des actes et des propos vrais pour certains, teintés de fiction pour d'autres. Ce travail romanesque m'a poussé à changer les noms de lieux et de personnes. Je me suis rapproché de l'Italie, qui m'est plus familière que l'Espagne, et des Ramblas. J'ai offert aux frères de la petite fille enlevée en ce lundi de Pentecôte 1974 une existence moins mortifère que ne le fut la sienne, parce que je crois aux rencontres providentielles, thérapeutiques, amoureuses, amicales, capables d'infléchir positivement le cours d'une vie. Certains hommes de l'histoire sont devenus des femmes pour raconter des parcours féminins, encore tâtonnants, dans l'inscription particulière des années 1970. Les plaidoiries sont proches de la réalité. Quant au Pullover rouge, il s'est changé en gourmette pour souligner ma part d'invention et trancher avec le travail réaliste et documentaire effectué par d'autres auteurs. Aujourd'hui, il suffirait d'un test ADN pour savoir si Ranucci était innocent ou coupable. L'instruction durerait plusieurs années et serait conduite par plusieurs magistrats expérimentés. Pendant le procès étalé sur une semaine au moins, il n'a duré que 2 jours en 1976, on cherchera à comprendre l'accusé, même malgré lui. Ainsi, les hommes, les institutions et les techniques progressent. Mais ce qui vaut pour la justice vaut hélas pour la délinquance. La pédocriminalité s'organise autant qu'on la combat, notamment par des mots. D'ailleurs, ce terme n'existe que depuis 2000. Un anachronisme que vous me pardonnerez. Chapitre 1. Quelques jours avant le lundi de Pentecôte, 1974. Je voudrais mourir à la James Dean, au volant de ma Porsche, Little Bastard. Déchiqueté, défiguré. J'y pense quelquefois. Une envolée de tôle froissée et de pneus éclatés sur une route de Californie, la 466. On parle de moi dans les journaux, les flashs, les photographes. C'est la gloire, c'est mon heure. Au lieu de ça, des soirées devant la télé. Je finis le puzzle, je caresse mon chat. Le samedi soir, sous les lampions, au restaurant de la plage, face à la mer, l'écume des vagues. La lune qui brille, les rires, les amoureux. C'est romantique, on trinque. Santé maman. Toujours elle, toujours moi. Et pourtant j'ai 20 ans. À 20 ans, on boit des bières, on voit des potes, on drague des filles, on couche avec. J'ai rien de tout ça, à part Richepin. Mon seul copain peut-être, mais encore. Quant aux filles, j'ai essayé.
les poils, les seins, ça me dégoûte. Je suis pas normal, j'ai tellement honte. La première fois, j'ai pas compris cet élan, ce désir. 5 ans. Elle a fait 5 ans. Je me suis dit, ça va passer. Mais c'est revenu, 1 fois, 2 fois, 20 fois. Un garçon, une fille, moins de 10 ans toujours. Je leur en voulais, envie de cogner. Rien que cette idée, ça m'excitait. D'où le surnom, l'ogre. L'ogre qui veut croquer les petits-enfants. Des fois, je suis parano. Je pense que ça se lit sur mon visage. On me montre du doigt, salaud, satire. Ils m'attendent avec leurs poings, veulent me cogner, me pendre à un arbre, comme dans les films. D'où ces envies, foncer dans un 30 tonnes, me jeter contre un platane. Au revoir, monsieur, dame, salut la compagnie. Je pense à maman, elle en mourrait. De toute façon, j'ai pas ce courage. Des cachets, ce serait mieux, mais lesquels? À quelle dose? Se foutre en l'air, c'est compliqué. À la naissance, les enfants sont des anges, tous. Alors, moi aussi, j'étais un ange. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Comment c'est venu, ce goût, cette tare? À cause de lui, c'est ça? L'envie de cogner, l'hérédité, tel père, tel fils, ça viendrait de là. Jamais je ferais de mal, je le jure sur la tête de maman. Ou alors, je pourrais caresser, sans abîmer. Les caresses, tout le monde aime ça. Je sais bien, c'est pas permis. Enfin, pas pour l'instant. On en parle à la télé, l'écrivain aux beaux yeux, j'ai oublié son nom. Et d'autres célèbres aussi, le chanteur et l'étudiant. Je dis pas qu'ils le font, mais ça les tente. C'est vrai, ça, on apprend bien à lire, à écrire, pourquoi pas à aimer. Un grand initiant un petit, c'est beau. Il y a des cultures où c'est permis. Faut libérer tout ça. Si un président réforme les mœurs, ce sera Giscard. Il est jeune, moderne. Il veut regarder la France au fond des yeux et venir dîner chez nous. On en parle, maman et moi. On pourrait l'inviter. Ça changerait des autres familles. Elle a voté pour lui. Si j'avais eu l'âge, je l'aurais fait aussi. En un sens, elle est dans le coup, ma mère. Elle travaille, elle a changé de ville, de pays, elle m'élève seule. Mais quand Léo Ferré chante petite, ça la rend folle. Elle éteint le poste. Vieux cochon. L'autre jour, on s'est pris de choix à cause des albums Martine à la ferme, Martine à la plage. On en a plein chez nous. J'ai eu le malheur de constater qu'avec sa petite culotte brodée, ses lèvres brillantes, ses jambes qui se croisent et se décroisent, c'est une aguicheuse, la petite Martine. Oh là là, qu'est-ce que j'avais pas dit? Ma mère est entrée dans une de ses fureurs. Debout dans la cuisine, son torchon à la main, les sourcils froncés. C'est une petite fille, qu'elle criait. Et une petite fille n'est jamais une aguicheuse. Une enfant est une enfant. On donne pas de vin à un bébé. On le laisse croire au Père Noël. Le sexe, c'est pareil. C'est trop tôt, beaucoup trop tôt. Alors elle n'aguiche pas, elle imite. Faut pas confondre. On pouvait plus l'arrêter. Une mouche l'avait piquée. Elle est très calme d'habitude. Parfois je me dis qu'elle a deviné pour l'ogre. Elle supporte pas qu'on s'en prenne aux enfants. Mais qu'est-ce qu'elle croit? Moi aussi je les aime. Ils sont francs, gentils, et surtout sans jugement, sans arrière-pensée. Ils ont tellement confiance. C'est beau l'innocence. Et leur peau toute neuve, leur sexe. Là je me tape sur les doigts, faut pas que j'y pense. C'est pénible cette idée, cette obsession qui revient tout le temps. Faudrait que j'en parle, mais à qui? J'ai pas insisté pour les Martines, j'ai dit en riant. Je sais bien que t'es pudimonde. Je l'ai embrassée comme du bon pain. Elle a fondu comme un glaçon. Y a pas que maman qui s'énerve. La semaine dernière, j'ai rencontré un môme, 6, 7 ans, pas plus, aimable. Je lui plaisais bien. Il était tout seul dans un parking, il attendait quelqu'un. Il voulait qu'on se parle, j'avais pas lui dire non. Il m'a raconté son école, ses petites autos. Il disait pistolec au lieu de pistolet, c'était mignon. On s'est caché entre les voitures. On s'accordait bien. L'ogre me travaillait, il me laisse jamais tranquille celui-là. Mais j'ai juré que j'en croquerais pas. Je lui ai fait une bise sans ambiguïté, très paternellement. J'étais content de moi. Je lui ai donné rendez-vous pour le lendemain, même lieu, même heure. J'ai attendu, et il est arrivé avec son père furibard qui gueulait « C'est lui, c'est lui !» J'ai eu la peur de ma vie, je me suis mis à courir. Je l'ai senti dans mon dos qui frôlait ma chemise. Heureusement, je courais plus vite et j'ai tenu plus longtemps. Je me suis arrêté, j'ai repris mon souffle et là, je me suis demandé « Mais pourquoi t'as fui ?» Je l'ai pas touché, ce gamin. Les idées mal placées, c'est le père qui les avait, pas moi. Décidément, les adultes, quelle sale race. Sournois, méfiant, agressif. J'aurais dû me retourner et rétorquer. J'ai parlé avec votre fils, et alors? Un enfant est une personne, comme on dit à la radio. Et qu'est-ce qu'on fait avec une personne? On lui parle, monsieur. On lui parle. Qu'est-ce qu'il aurait pu contre moi? Absolument rien. Je suis pas fiché, pas signalé. J'ai jamais fait de mal à personne. Pas une seule contravention, et pourtant la vitesse, ça me connaît. Alors pourquoi j'ai couru? Comme si j'étais coupable. C'est tout moi d'agir contre mon intérêt.
Sauf qu'il m'a souri le premier avec ses grands yeux. J'allais pas lui dire non. Évidemment, en France, c'est pas commun d'accoster un gamin. En Indonésie, ça choquerait personne, mais ici, on est en retard. Si je continue, je vais avoir des ennuis. Je vais finir pendu ou en prison. Je dois me protéger. Je dois mater l'ogre. J'y pense tout le temps. J'ai mis au point toute une technique. Première ruse, pas de tentation. Je pars tôt, je rentre tard. J'évite les squares, les heures d'école et les parkings. Deuxième ruse, c'est bête comme chou, dirait maman. Distraire l'ogre, stopper le fantasme. Là, par exemple, il s'échauffe à cause de... Enfin, il s'échauffe. Je laisse maman au puzzle, je fonce vers le balcon, je me penche, je regarde dehors. Rien que ça, c'est efficace. Je me concentre sur la voiture bleue, celle qui se gare près des caddies. Et voilà, je débande, c'est mécanique. Ça dure combien de temps un fantasme ? J'ai chronométré entre quelques secondes et toute la journée. Alors, je lui accorde 10 minutes, pas plus. J'y arrive. C'est possible. Seulement, sans les enfants, je suis vide. Je m'ennuie. Sans plaire, sans aimer, c'est tellement triste la vie. Maman dit que pour être heureux, il suffit d'accepter les choses telles qu'elles sont. Sauf que pour moi, c'est le contraire. Je dois lutter contre ma nature, refouler le meilleur, le plus excitant. Je dois tout faire pour mon malheur, comme un gros qui s'empêche de manger, un alcoolique qui s'interdit de boire. Cette semaine, j'ai roulé à toute vitesse, à 100 à l'heure, je sens moins le désir. Plus je frôle la mort, plus j'aime la vie. J'ai couru aussi, 15 km par jour. Au boulot, concentration, un fil rouge, un fil bleu, suivre le schéma, ranger, sourire, dire au revoir, merci. Et maintenant, chercher le bord vert avec un trait gris. En oubliant le motif que l'ogre a choisi, les petites danseuses de Degas. Du coin de l'œil, je regarde maman, toute heureuse qu'on travaille ensemble. Quand elle est là, je suis protégé, triste, dans une existence de vieux, mais à l'abri. On regarde des films, on fait un jeu. Ma maman, mon petit chat, je m'en contenterai. Plus de désir, plus d'enfants, c'est une promesse que je lui ai faite secrètement. Elle dit tout le temps, t'es mon petit Dieu. Je ferai rien, c'est promis. Pas tant que c'est interdit. Au fond, je suis quelqu'un de bien. Un vrai méchant penserait à lui. Moi, je pense à l'ogre. Bats les pattes, salopard. C'est comme ça que je lui parle. Sors de ma vie. Et ça marche. Quand je cours, quand je conduis, quand je lis avec maman près de moi, j'ai plus de désir. J'espère que l'ogre est parti. Je me dis qu'il reviendra pas. Que je vais bander comme tout le monde. En finir avec les tourments, les stratégies, avec l'envie de mourir, la peur d'être surpris. Peut-être qu'un jour je me marierai avec une femme frêle, petite, toute plate, rasée et gentille avec moi. Si ça se trouve, je suis déjà guéri. Maman a raison. Il suffit de vouloir. Chapitre 2. Marseille, le 3 juin 1974, lundi de Pentecôte, vers 11h. On se croirait en été. C'est une matinée splendide. Les joues d'Olivia rosissent sous l'effet du soleil. Elle saute sur un pied. Elle pousse un caillou plat qui progresse sur les cases d'une marelle, tracée à la craie bleue sur la chaussée. 7, 8, 9, le ciel. Autour d'elle, ses copines et son petit frère se tortillent et font des grimaces pour la déconcentrer. Elle s'applique et n'empiète pas sur les lignes. Youpi, elle a gagné. Ils prennent un air navré, elle jubile. Nananer. Elle est fière de réussir. Elle travaille bien à l'école, mais elle aime encore plus jouer dehors et porter comme aujourd'hui sa belle robe blanche, sa préférée. Celle des dimanches. Celle qui tourne quand elle danse avec une bordure de cerises rouges à la ceinture et vers l'ourlet. Elle est coquette, Livia. Ce matin, elle a longuement hésité entre ses claquettes beige et ses sandales roses. Nino, son petit frère, était pressé de jouer. « Viens, on s'en moque !» Va pour les sandales, bien qu'elle taille grand pour son pied fin. Ils habitent Marseille, le quartier des Chartreux. Les années 1950 ont défoncé les clôtures, éventré les pavillons, bétonné le ruisseau pour édifier une voie express et des grands ensembles à loyer modéré. On les dit sans âme, mais Livia s'épanouit dans un milieu, une famille qui la guide tranquillement. Elle sait exactement ce qu'elle doit faire, obéir à ses parents, écouter en classe, bien apprendre ses leçons et jouer le reste du temps. Ce lundi de Pentecôte, elle court après Nino, pouffe avec les jumelles, ses petites voisines du 3e. Elle a chaud, elle souffle sur sa frange, et pourtant elle court, elle saute. Bouger, elle aime tant ça. En prenant soin de sa belle robe pour ne pas la salir. Vers 11h, ses copines remontent chez elle. C'est alors que Nino propose de cueillir des fleurs pour maman.
des pâquerettes qui poussent sur un carré de gazon vert. Livia s'entend bien avec son petit frère. Leur tempérament s'emboîte facilement. Elle mène, elle domine. Elle invente les jeux, les histoires, mais dès qu'il résiste un peu, elle cède du terrain, lui laisse l'initiative et le suit bien volontiers. Elle peut même l'admirer, comme maintenant. Un cadeau pour maman, quelle bonne idée! Lorsqu'il s'agit des enfants, Marcia Pozzi a toujours une oreille qui traîne. À 11h10, elle s'inquiète de ne plus entendre de bruit en bas. Son mari n'aime pas qu'il joue dans la rue, avec toutes ces autos qui passent. Mais c'est un jour férié et il fait beau. Tout le monde est à la mer. Elle se penche par la fenêtre du premier étage. Livia et Nino sont accroupis autour de quelque chose qu'elle ne voit pas. Une fourmi peut-être. Ils chuchotent comme des conspirateurs. Ils s'entendent si bien. Elle note l'absence des petites voisines qui ont dû remonter chez elle pour le déjeuner. « Livia, Nino, venez vous laver les mains !» Sa fille lève vers elle un visage lumineux. « Encore une minute, maman, s'il te plaît, on fait un bouquet !» Marcia sourit. Ils sont tellement mignons. Pourquoi ne pas les laisser encore un peu dehors? D'autant qu'elle est en retard. Elle regarde l'heure à l'horloge de la cuisine. Elle n'a pas fait les lits, il lui reste à allumer le four pour cuire les quenelles, à dresser le couvert et à s'occuper de la crème anglaise. « D'accord, mais 5 minutes, pas plus, » dit-elle aux enfants. Pendant ce temps, une voiture grise arrive par le nord et traverse la cité déserte. On entend seulement quelques bruits de vaisselle, quelques radios allumées. La lumière crue souligne au crayon les arêtes des immeubles. Son allure est si lente qu'on entend à peine le frottement des pneus sur l'asphalte. Quand elle roule sur la marelle bleue, il est 11h20. Elle s'arrête au pied des garages. Marcia fouette vivement la crème qui doit chauffer, mais surtout pas bouillir. Elle la met à refroidir dans l'évier, quelques glaçons dans l'eau froide. Elle attrape une nappe blanche dans le buffet. Elle la pose sur la table en la lissant du plat de la main. La voiture grise repart vers l'est. Elle fonce en direction d'Aix-en-Provence. Elle n'est restée que quelques minutes. Il est 11h25. La mère jette un nouveau coup d'œil dehors. Elle ne voit que Nino. « Où est Livia ?» demande-t-elle. « Partie chercher le chien. » « Ah tiens. » Un nouveau jeu des enfants, sans doute. Il faut qu'elle soit prête quand son mari rentrera. Il est affamé à son retour du travail. Elle met la table en commençant par les assiettes qu'elle dispose bien soigneusement, à égale distance les unes des autres. Chapitre 3. À force de se lever tôt, Marcello Pozzi ne sait plus dormir tard. Aussi en profite-t-il pour arrondir ses fins de mois. Le dimanche matin et les jours fériés, il entretient le jardin d'une riche veuve à l'autre bout de la ville. Il aime travailler, économiser franc après franc pour assurer l'avenir des siens. C'est son honneur, sa fierté de chef de famille. C'est donc avec un sentiment de devoir accompli qu'il rentre chez lui en ce lundi de Pentecôte, heureux de retrouver sa femme, ses enfants, et de mettre les pieds sous la table pour apprécier un bon repas. Car Marcia est une excellente cuisinière. Elle a mitonné un repas de fête, celui d'un début de mois, avec des quenelles au pesto et un dessert au chocolat pour les bambini. Il va prendre une douche, s'asseoir à table, déplier une serviette propre qui sent la lessive fraîche et se détendre, enfin. Car il est vite anxieux et soupolait, le contraire d'un caractère serein, mais en compagnie de sa femme, il s'apaise. Elle est calme, elle est gaie. Il n'en revient pas de l'avoir rencontrée, épousée, et qu'elle lui convienne si bien. Elle est jeune, 8 ans de moins que lui, sa beauté est à son goût, elle est dure à la tâche. Ensemble, ils peuvent tout espérer. Il l'a connue quand elle était gamine, à Valtrello, leur village natal, près de Naples. Ensuite, il a roulé sa bosse comme marin, boulanger, docker en France, à Marseille surtout. Quand il l'a retrouvée, elle avait grandi, elle dansait la tarentelle comme une déesse et chantait Nonnoletta en riant. Un coup de foudre, un projet, se marier, fonder une famille, travailler sans compter leurs heures pour construire plus tard, et de leurs mains, une maison à eux, avec un jardin clos. Néanmoins, la route est longue. Ils ont déposé une demande de logement HLM. Ils n'ont pas encore les moyens d'acheter une voiture. Les plus riches, eux, sont à la mer. Ce lundi de Pentecôte, comme les autres jours, ils sont rivés à la cité et les enfants jouent dans la rue. Marcello le voit d'un mauvais œil, mais comment faire autrement? On signe des pétitions pour obtenir des ralentisseurs et qu'un square soit construit. Sans succès pour l'instant. Livia est leur aînée. Elle a 8 ans. Elle a été désirée et choyée. Dès qu'il a vu sa fille à la maternité, Marcello est tombé fou amoureux de ses sourcils fins, à peine visibles, bien dessinés. De son nez un peu large, de ses doigts minuscules et diaphanes, de sa bouche charnue, vite cloquée par les tétés. Il l'aime passionnément quand elle dort en sifflant doucement.
Quand elle s'éveille, toute chiffonnée, quand elle mange sa soupe, le nez froncé, du bout des lèvres. Quand ses yeux gourmands brillent pour un bonbon. Quand elle joue avec des riens sans lui reprocher d'être pauvre. Quand elle enfile sa robe blanche à cerises rouges et tourne sur elle-même comme une toupie. Quand elle attrape la main de son petit frère pour l'emmener à l'école. Quand elle l'habille le matin, quand elle se détourne avec pudeur pour allaiter sa poupée. Il l'aime à la folie à chaque instant et s'effraie parfois de cette dépendance. Il donnerait sa vie pour la faire rire et voir ses dents du bonheur éclairer son visage. Quand il pense à elle, son cœur pourrait exploser d'amour. Et puis il y a Nino, son fils. En prononçant ce mot, il a tout dit. Son petit garçon de 6 ans, soumis à sa grande sœur comme un page à sa reine. Il la suit, obéit, adhère à toutes ses fantaisies. Il la scrute pour grandir, se sent bien sous son aile. Ils partagent la même chambre, les mêmes jeux, respirent le même air. Ils attendent avec la même impatience ce mois d'août à Valtrello, où la famille italienne les accueille avec des rires, des fêtes, des cadeaux et des repas sans fin. Marcello arrive à vélo moteur, les cheveux au vent, en bras de chemise, la peau dorée par le soleil et le travail en plein air. En bas de la rue en pente, il aperçoit son fils qui court le long du trottoir. Absorbé, l'enfant regarde entre les voitures et sous les roues. Le père gare son engin au pied de son immeuble. « Ouais, Nino, qu'est-ce que tu cherches ?» demande-t-il gaiement. Le garçon n'entend pas. Il ne répond pas. D'habitude, il vient à sa rencontre et lui saute au cou. A-t-il perdu son ballon ? Il paraît préoccupé. À moins qu'il n'ait de nouveau un problème d'oreille. Toutes ces otites qui les tracassent. Cette nuit encore, il a mal dormi. D'ailleurs, ce matin, il a demandé à Marcia de le garder à la maison, pour qu'il se retape. Mais elle n'en fait qu'à sa tête, c'est son seul défaut. Marcello presse le pas. Devant Nino, il s'accroupit, écarte les bras. « Alors, tu ne dis pas bonjour à ton papa ?» Avec la fierté de celui auquel on a confié une mission, l'enfant répond sérieusement. « Non, je cherche le chien. » Le père sourit, attendri. Il regarde alentour, en quête de sa fille. Elle n'est jamais très loin de son frère, son partenaire de jeu. « Et ta sœur, elle est où ?» Nino répond d'un ton égal. « Elle aussi, elle cherche le chien. »« Quel chien ?» s'étonne Marcello. « Le chien du monsieur. »« Quel monsieur ?»« Celui du chien, » dit le garçon avec ce brin d'impatience qu'ont les enfants quand les adultes ne les comprennent pas. « Mais de quel monsieur tu parles ?»« Celui de la voiture. » Alerté, le père demande plus fermement. « Mais quel monsieur, quelle voiture, quel chien ?»« Un monsieur qui a perdu son chien, » répète Nino. « Tout le monde le cherche. »« Qui ? Le monsieur ou le chien ?»« Bah, le chien, » dit l'enfant comme s'il avait affaire à un idiot. « Livia est avec lui dans la voiture. »« Pour chercher le chien ?»« C'est ça. »« Et tu le connais, ce monsieur ?» Nino fait non de la tête. Marcello mesure soudain la gravité de la situation. Il se met à crier. « Mais c'est quoi cette histoire de chien ? Elle est montée avec lui ? Et il était comment, ce monsieur ? Et la voiture ?» Nino vacille. Il était si content d'aider. « Et tu l'as laissé faire ?» gronde le père. Le petit garçon rétrécit sous ses cris. Aurait-il commis une bêtise ? Il revoit sa sœur hésiter avant de monter dans la voiture, comme si elle lui demandait son avis. Or, il n'a rien dit. Il est resté sans expression, il n'a pensé qu'au chien. Du coup, elle est partie. Et c'est sûrement mal. Son père paraît très fâché. Nino se trouble, il a envie de pleurer. Marcello l'abandonne sur le trottoir avec la consigne d'attendre sa sœur ici. Il monte chez lui 4 à 4, ouvre les portes de la cuisine et des chambres en demandant si Livia est là. Marcia, qui est encore en tablier, reste interdite. Il s'adresse à elle maintenant, vivement. « Livia est là ? Elle est remontée ? Non ? Tu es sûr ? Mais oui, elle joue dehors. Non, justement, elle n'est plus dehors. Elle est partie avec un homme dans une voiture. Comment ça, partie ? Avec un homme, je ne comprends rien. » Elle se dirige vers la fenêtre, interpelle Nino qui patiente en bas, statufié. « Et elle est où, ta sœur ?» Les mêmes mots, la même angoisse, la même incompréhension. La famille Pozzi parle en boucle, reprend le fil des événements dans un sens et dans l'autre. Marcia se justifie, elle s'occupait du ménage, des lits, du dessert, elle jetait un coup d'œil en bas de temps en temps. Elle s'emballe dans un sabir franco-italien que son mari d'habitude réprouve gentiment. Comment tu veux que les enfants deviennent de vrais petits Français si tu leur parles les 2 langues en même temps ? Cette fois, il s'énerve vraiment. « Cosa che, cosa che ! Arrête de répéter ça comme un perroquet, dit-il avant de claquer la porte. » Il redescend, parcourt la cité, pénètre dans les immeubles, appelle dans les cages d'escalier, demande à chacun si quelqu'un aurait vu sa petite fille, 8 ans, brune, avec une robe blanche. « Livia ! Livia !» Nino le suit en trottinant. Il court et s'arrête net, comme un chien à l'affût, au rythme de son père. Des portes, des fenêtres s'ouvrent, on se parle d'un étage à l'autre.
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça crie comme ça? Une fille a disparu. Disparu? Enlevée. Chez qui? Les potes, Zi. Un chien? Ce ne serait pas plutôt un chat parce que le mien s'est enfui par les toits. De toutes parts, on sort pour s'informer et soutenir ce père affolé. Car dans cette cité, comme ailleurs, on s'embrouille sur des bricoles, mais on est là dans les coups durs. « Livia! Livia !» La rue bourdonne, le bruit se répand. « Elle est sûrement dans le quartier. Vous êtes allé voir chez les Fratello ?» Marcello remonte chez lui en transpirant. Le couvert est dressé, les serviettes pliées, le pain coupé, les quenelles sèches dans le four. Marcia hésite entre descendre et rester à la maison. Elle est déboussolée, la gorge nouée, les mains inutiles. Son mari ordonne « Toi, tu ne bouges pas !» Dans une enveloppe attendent les dernières photos de classe. Elles ont été prises quelques jours auparavant. Le père en attrape une, la première, qui n'est pas la plus flatteuse. Livia, en écolière, hésite entre sourire et grimace. Il fourre l'image contre son cœur. Le geste est si vif que la soupière tombe par terre et se brise. Marcello ne prend pas le temps de s'excuser ni de ramasser. Plus rien ne va chez les Pozzi. De nouveau, la porte claque. Le ciment de la cage d'escalier est inondé d'une lumière trop vive. Marcello dévale les marches, n'éprouve ni la faim ni la fatigue. Dans l'incertitude du sort de sa fille, rien ne peut l'arrêter. Il enfourche son vélomoteur. Nino monte précipitamment sur le porte-bagages. Assis sur le coussin à petites fleurs rouges qui tient par des tendeurs, il se colle à son père, enlace sa taille, la joue posée contre son dos. Son ventre gargouille. Bien sûr, il n'en dit rien. Comment pourrait-il réclamer quoi que ce soit? L'heure paraît si grave. Le paysage défile, des rues tranquilles, des places vides, des passants rares à l'heure du déjeuner. Ce lundi de Pentecôte fait la sieste, sans s'inquiéter d'eux. Le vent s'engouffre dans leurs cheveux. Ils foncent vers l'hôtel de police de Marseille. Chapitre 4. Pendant ce temps, sur la route d'Aix-en-Provence. Je la regarde dans le rétroviseur. Elle est toute calme, elle a baissé la vitre. Elle ferme les yeux, le nez au vent, comme si elle profitait. J'avais peur qu'elle crie, mais non, elle sourit. Heureuse de se promener en voiture, loin de Marseille, occupée à chercher le chien. J'ai suggéré qu'il était peut-être rentré. Elle a dit tant mieux, sans rien demander d'autre. C'est une bonne petite, et tellement jolie, avec ses grands yeux confiants, sa peau nette, pas un poil, pas un bouton. Mais faut pas que j'y pense. Concentration, la route, les panneaux, la vitesse. Je suis si nerveux. Je m'étais promis, je m'étais juré. Encore l'ogre, ce salopard. C'est sa faute aussi, j'ai bien vu que je lui plaisais. Elle m'a regardé comme si... Enfin... Je dois rester calme, pas m'échauffer. C'est la première fois que je vais si loin, pire que dans le parking. Si je suis honnête, c'est une connerie. Je vais la ramener. Dire qu'on a perdu le chien, introuvable. Je rejoindrai maman, ma petite vie. Je recommencerai à m'ennuyer, à être triste. J'essaierai d'éviter les enfants, et quand je me rappellerai ce jour, je penserai « Ouf, je l'ai échappé belle ». Je serai pas heureux, mais soulagé. Tiens, elle veut un élastique pour attacher ses cheveux. Je réponds que je me fais pas de couette. Elle rigole de bon cœur. Ses yeux pétillent, ça m'excite. L'ogre encore qui ne me lâche pas. Je le jette par la porte, il rentre par la fenêtre. Ta gueule, salopard. J'ai chaud. C'est elle qui dit ça. Sûrement pour... Elle serait pas un peu perverse, la petite Martine? Je vais lui donner ce qu'elle veut puisqu'elle le demande. Mais sans aller trop loin, l'embrasser seulement, comme le garçon l'autre jour, en mordant à peine sur un coin de la lèvre. Ça va pas, qu'est-ce que tu racontes? Arrête ça tout de suite. C'est bien qu'elle soit à l'arrière, comme ça je suis moins tenté. N'empêche que si maman était là, elle serait furieuse. Elle me crierait dessus. Ramène-la, immédiatement. Non, maman, j'ai pas envie. Pas tout de suite. Pour une fois que j'ai l'occasion. Ce sera peut-être la seule fois de ma vie, s'il te plaît, laisse-moi en profiter. Et puis marre à la fin. Marre qu'on me dise quoi faire, quoi dire, quoi penser, puisque je la toucherai pas. Je vais la rendre intacte, pas déflorée, pas abîmée. Promis, on fait juste un petit tour. Je profite de sa présence, chastement. Qu'est-ce qu'il m'a dit déjà? Sur la gauche, avant le carrefour, un embranchement. Personne sur la route, je l'emmène là où j'ai prévu, et puis je m'en vais. Un petit baiser, quelques caresses, je la laisse sur place. Et je file, ni vu ni connu, on me retrouvera jamais. J'hésite. Je dois me retenir. Je suis un type bien et un bon fils qui veut faire plaisir à sa maman. Mais pourquoi pas à moi-même? Et à la petite, puisqu'elle a l'air d'aimer ça. Sinon elle crierait. Je vais m'arrêter, je vais réfléchir. Maman dit toujours de ne rien faire sur un coup de tête. Je la regarde dans le rétro, la petite Martine. Elle sourit gentiment. C'est beau, cette confiance. Moi, gamin, je me méfiais déjà. J'aimerais être heureux comme elle. Sans friture, sans idées noires, sans pensée d'ogre. Faudrait me soigner, mais qui? Comment?
Faudrait. Vous êtes serein, vous? Si oui, levez le doigt. Ça va? Cette question, elle prouve que je suis gentil. Oui, ça va. Je l'aime tellement avec ses yeux noisettes, son nez retroussé, sa frange. Ah merde, j'ai pas vu le dos d'âne. Maman serait furax. Moins vite, bon sang de bois. Tu t'es cogné? Non. Elle est mignonne, décidément, calme, pas exigeante. Par contre, je suis une vraie pile. Les poils dressés, toutes tendues, excitées. Faut que je réfléchisse. Fumer une clope, ça va m'aider. Marcher un peu, souffler, respirer, on va se calmer. Mon clignotant, je me gare, je descends, je regarde autour. Personne. J'ouvre la portière, je rabats le siège, toujours galant avec les dames, je lui tends la main. Le pied de Cendrillon sort du carrosse, une vraie princesse, si belle, si propre. Encore un point commun. Moi non plus, j'aime pas me salir. Très gentleman, j'étale ma veste, et façon mousquetaire, je fais ma révérence. Si madame veut bien s'asseoir, elle est toute fière, elle est flattée, elle rit, elle a les dents du bonheur. Elle étale sa robe blanche autour d'elle en corolle, on dirait un lys. C'est bon d'être ici dans la nature, au bout du monde, à ses côtés. Une bonne odeur de garrigue. Un ciel bleu sans nuages, et l'aigle qui passe comme un présage. Elle montre sa bague en écartant les doigts. Qu'est-ce que je disais? Exactement comme Martine. Une bague fleur, bon marché, en forme de rose. Bague rose, bouton de rose, sexe en bouton, faut pas que j'y pense. C'est mon papa qui l'a eu à la foire, en tirant à la carabine. Une carabine? J'en ai une moi aussi, enveloppée dans une serviette de bain dans le coffre. Je lui dis seulement que je sais viser. Elle demande où je tire, et si j'ai gagné le gros lot, je pense à l'ogre qui vise une cible vivante, affolée. Tu m'emmèneras? Où ça? Bah à la foire. Oui, bien sûr. On est copains. Je dégouline. Elle tient ses cheveux en queue de cheval dans une main. Le tissu épouse sa petite poitrine plate. T'as quel âge? 8 ans. Au fait, tu m'as pas dit comment tu t'appelles? Je m'appelle Loïc. Ça m'a échappé, j'aurais dû mentir, quel con décidément. Tiens, elle a un reflet cuivré dans l'œil gauche et une canine ébréchée. Elle me voit la regarder, elle explique en rigolant. Papa dit que ça me donne l'air d'une pirate. Ah bon? Oui, mais en vrai, il a pas de quoi payer le dentiste. Elle est futée, elle a chaud. Des gouttelettes sur le front et les joues toutes roses. C'est la chaleur ou l'excitation? Je pourrais lui arracher sa robe pour me fabriquer des beaux souvenirs. Mais ça va pas à la tête, t'es complètement fou. Si près de la route, je tire sur ma clope en continuant de l'observer. Elle a une écorchure au genou, je pourrais lécher. Maman faisait ça quand j'étais petit. Elle parlait des vertus cicatrisantes de la salive. Ça fait mal? Quoi? Ton bobo? C'est bien moi de me faire du souci pour elle. À l'armée, j'étais soi-disant pas collectif. Foutaise. Je m'inquiète tout le temps. La preuve pour son petit genou. Et toi, tu veux pas savoir le mien? Ton tien de quoi? Mon prénom, tu ne veux pas le connaître? Ah non, surtout pas. Ton âge, oui, ton prénom, non. Mais je t'appelle princesse. C'est bien, non? Ouais, c'est bien. Elle est d'accord. Elle se penche pour enlever une brindille sur sa robe. Je regarde sa nuque, ses petites vertèbres pointues. Ça craquerait comme du verre. Je suis dingue, je vais finir en tôle. Je vais la ramener, c'est décidé. Je dirais qu'on l'a cherchée, mais qu'on l'a pas retrouvée. Blackie. Blackie, c'est bien pour un chien. Je ferai l'innocent. Et vous l'avez vu? Non? Oh, mon pauvre petit toutou. Je ferai l'homme triste, mais bien poli. Je les remercierai, je les féliciterai d'avoir une princesse si serviable, si bien élevée. J'ajouterai que plus tard, son mari sera heureux. Faites-moi signe quand elle aura grandi. Si ça se trouve, ils voudront me payer. Un dédommagement pour l'avoir ramenée. Mais, grand seigneur, je refuserai. Je remonterai dans ma voiture. La petite m'adressera un coucou, je lui enverrai un bisou. Ça fait longtemps qu'on est là à discuter au bord de la route. Je suis tellement nerveux. J'ai fumé combien? 1, 2, 5 mégots? J'en peux plus. Je lui demande si elle a un martinet chez elle. Un quoi? Un fouet comme celui des dompteurs dans les cirques. Elle hausse les épaules. Elle n'est jamais allée au cirque et chez elle, on n'a pas la télé. Je m'étonne sincèrement. Mais alors vous faites quoi? Elle éclate de rire. Un rire clair, comme celui du petit prince. Bah, on joue, on danse, on chante. Elle ajoute comme si elle était riche de lui. Avec mon petit frère. C'est beau comme elle l'a dit, et ça fait mal. Je suis fils unique, tout le temps tout seul. Vous vous battez jamais? Oh, sûrement pas, il est plus petit. Vous jouez pas aux Indiens? Il t'attache à un arbre, tu peux plus bouger, tu cries. Elle dit que non. Un petit non, étonné, comme si j'étais bizarre. Je me suis rapproché, je lui prends la main.
Je la pose sur l'ogre. Elle la retire vivement, comme si elle se brûlait. Elle se lève d'un bond, elle veut rentrer à la maison. Elle a faim. Ses parents lui manquent, son frère aussi. Je la tire vers la voiture et je l'installe à l'avant d'office. Elle est toute raide. Elle sent si bon. Le soleil, avec une pointe acide. Souffler, respirer, l'empêcher de pleurer. Je vais allumer la radio. Mais non, imbécile, si on parlait de nous. Il y a une chose que je me demande. Sa petite culotte, elle serait pas un peu large, comme sa robe? Auquel cas je pourrais glisser. On va y aller. Ça ne doit pas être loin. Ah merde, j'ai raté l'embranchement. Mais qu'est-ce qu'il fait ce con? Il freine pas. Putain! Chapitre 5. Quelques secondes avant l'accident du carrefour de la Pomme. Sur la nationale 96, Abel Manchet fixe la route, les sourcils froncés. Il est d'une humeur de chien. Secrètement, il maudit sa belle-mère, ses week-ends, sa femme. Ras-le-bol de Garance-sur-Mer. Il n'en peut plus du lapin chasseur et du mirliton de pommes cuites. Il voudrait manger des huîtres sur la plage, siroter un petit vin blanc, les doigts de pied en éventail, en regardant passer les gens comme montant sur les grands boulevards. Seulement voilà, bel moment a besoin de... Courses, bricolage, feuilles d'impôt, toujours des corvées. C'est à croire qu'elle les sème. Et pendant ce temps, que dit sa femme, son épouse, sa moitié, sa compagne? Rien du tout. Ou plutôt si, amen. Elle dit amen. Et quand enfin ils sont tranquilles, que fait-elle? Elle s'inquiète. Elle appelle. « Allô, maman, ça va? T'as besoin de quelque chose ?» Abel râle, bien sûr. N'auront-ils jamais la paix? Denise plaide que sa mère est vieille, qu'elle est seule depuis que papa est parti. Dans sa barbe, il ronchonne. Je suis pas l'abbé Pierre non plus. Les deux mains posées sur le volant, le regard fixe, il se promet de mettre en garde son neveu quand il se fiancera. Sa tirade est toute prête. « Mon garçon, ce n'est pas pour te décourager, mais fais gaffe à la mère. Faut pas qu'elle soit trop grosse. Ta moitié vieillira pareil. Choisis ta femme avec des frères, sinon tu te taperas les corvées. Et si elle est fille unique, un bon conseil, habite loin ou dis tout de suite que la plomberie et la paperasse, c'est pas ton truc. Tant pis pour ton image. Joue pas au gendre idéal, bien gentil, bien poli, sinon tu le paieras toute ta vie. Pareil, si t'aimes pas le mirliton de pommes cuites, cette espèce d'omelette chaude et sucrée, dis-le maintenant. Sinon t'en boufferas été comme hiver à Garance-sur-Mer. » À côté de son époux, Denise Manchet n'a aucune idée de la colère muette qui anime son petit mari, comme elle l'appelle. Elle est contente d'aller chez sa mère qui aura préparé un repas délicieux. Toujours le même, celui des dimanches de son enfance. Ils seront pouponnés, elle mettra les pieds sous la table, tandis qu'à la maison, elle trouve toujours un placard à ranger ou du repassage à faire. Plus les pensées d'Abel bouillonnent, plus il conduit lentement, histoire de retarder l'arrivée chez la belle Doche. Devant lui, un camion se traîne. « Double-le !» ordonne sa femme qui est pressée de manger. Il actionne le clignotant, commence à se déporter sur la gauche quand il doit freiner brutalement. Nuages de poussière, bruit de freinage, choc de carrosserie. Un accident vient de se produire, presque sous ses yeux au carrefour. Le camion, indifférent, poursuit sa route. Arrivé à la hauteur d'une voiture fumante et cabossée, Abel s'arrête. Il baisse sa vitre et s'inquiète. « Ça va? Pas de bobo ?» L'accidenté dégrave sa ceinture et sort furieux de l'habitacle défoncé. Il fait des grands gestes pour mimer l'accident. Un vrai malade, peu cher. Il grille le stop, j'emboutis sa portière, je le pousse comme un chasse-neige jusqu'au panneau Sisteron là-bas. Je crois qu'on va s'arrêter, faire un constat, et le voilà qui déboîte comme un furieux, demi-tour, et il repart en sens inverse. J'ai essayé de voir le numéro, mais trop tard, juste le temps de lire 06 à la fin. Vous pourriez le prendre en chasse pour noter la plaque complète. C'est une voiture grise, banale, une Simca ou une Peugeot. Trop content de faire l'homme devant sa femme, Abel Manchet s'écrie. « Bien sûr qu'on va le chasser !» À Denise. « Sors ton crayon !» Sur la RN 8 bis, une petite route sinueuse en direction de Marseille, le fuyard a 2 ou 3 virages d'avance. Ils n'ont aucun mal à le rejoindre. D'ailleurs, il est arrêté sur le bas-côté, mais ils l'ont vu trop tard pour se garer derrière lui. Abel, qui connaît bien les environs, décide d'aller faire demi-tour une 50aine de mètres plus loin. Lorsqu'il repasse devant la voiture, le conducteur grimpe sur le talus en tirant une enfant derrière lui. Elle renacle, elle pleure. Un père et sa fille? Abel descend et traverse. « Revenez! Ne faites pas l'idiot! Y a pas mort d'homme, juste de la tôle froissée !» Le fuyard disparaît, avalé par les fourrés. Un bruit de branchage agité. Il lance depuis les hauteurs. « Ouais, je viens! Partez, je sais ce que j'ai à faire !» Véhicule volé, conduite en état d'ivresse.
Abel hésite à le poursuivre, mais il n'est pas très costaud. Il n'a aucune envie de se faire tabasser. Il se tourne vers sa femme qui, elle aussi, reste prudente. S'il s'agit d'un drogué, d'un gangster ou d'un type saoul, son petit mari ne fera pas le poids. Qu'il relève le numéro complet, ce sera déjà très bien. Et puis on est pressé, maman nous attend, précise-t-elle. Revenus au carrefour de la Pomme, les manchets aident à garer le véhicule endommagé. Toujours serviables, ils annoncent qu'ils vont aller à la gendarmerie déclarer l'accident et demander qu'on envoie une dépanneuse. Ils tiennent leurs promesses, puis, forts d'avoir rempli leur devoir de citoyen, ils reprennent la route de Garance-sur-Mer. Abel est heureux comme tout. Son héroïsme l'a galvanisé. Il va pouvoir bouder le mirliton de pommes cuites et déclarer, pour la première fois en 22 ans de mariage, qu'il aime les huîtres, le poisson mayonnaise et une glace à la fraise pour finir, avec une bonne dose de crème chantilly par-dessus. Finalement, ce lundi de Pentecôte aura été une excellente journée. Chapitre 6. Une demi-heure après l'accident. Merde. Mais c'est pas possible. Putain de bagnole. Faut que je recule, mais c'est pas vrai. J'ai un mal de crâne de folie. J'arrive plus à respirer. Je vais devenir fou. Je vais m'arracher les cheveux. C'est pas croyable. Qu'est-ce qui m'arrive? Faut que je me calme. Inspire, expire. Recommence. Ouais, c'est ça. Parle-toi. Souffle encore et laisse tes cheveux tranquilles. Putain, mais c'est pas vrai. Ce con qui m'est rentré dedans. Faut que je réfléchisse. On roulait. On parlait de quoi déjà? Je ne sais plus. Je me souviens du choc, du bruit assourdissant. Ma bagnole en tourbillon, un demi-tour de dingue. Une voiture qui me poursuit, l'odeur de caoutchouc brûlé, bastard qui tangue. Un pneu crevé. Je peux plus rouler. Mon pauvre cœur, je vais claquer, un infarctus dans ce trou paumé. Je tremble comme une feuille. On voit rien dans ce tunnel. Je vais reculer. Je vais allumer les phares. Personne va me boire un dimanche. Enfin, un lundi. Dimanche, lundi, c'est pareil. Une clope. Il me faut une clope. Je dois réfléchir. Non, nettoyer. Je suis dégueulasse. Ma chemise, elle est foutue. Le couteau d'abord. Replier la lame, essuyer le manche, le bazarder, un coup de pied dedans. Dehors, c'est mieux, dans le tas de tourbe. Maintenant, les fringues. J'ai de quoi me laver, me changer, heureusement. Mais comment j'ai pu me foutre dans un merdier pareil? Pose-toi, calme-toi. Réfléchis, dirait maman. Je vais compter jusqu'à 10, tranquillement. 1, 2, 3. Qu'est-ce que c'est glauque. Et ça pue, plein de détritus. 4, 5. Si quelqu'un arrive, je m'enfonce dans les galeries en courant à toute vitesse. C'est profond sur des kilomètres. Le problème, c'est Bastard. Ou alors, j'emporte la plaque. Ou je dis qu'on me l'a volée. Mais comment j'ai atterri ici? Et comment je rentre à Nice, en bagnole? Je suis coincé. C'est pas vrai d'être aussi con. Merde. Je suis tellement nerveux. J'arrive même pas à ouvrir le coffre. À tous les coups, je vais perdre mon boulot. Bon, chaque chose en son temps, dirait maman. Faut d'abord que je me lave les mains. Après, je me change, pantalon compris. Il est plein de boue. 6, 7, 8. Qu'est-ce que je vais lui raconter? C'est sa faute aussi, toujours sur mon dos. Mais pas là quand j'ai besoin d'elle. Pourquoi elle est pas venue? Elle devrait le savoir depuis le temps. Ça tourne mal quand je suis tout seul. Fallait pas me laisser partir. Dimanche, déjà, j'allais pas bien. Un long week-end sans personne, pendant que les autres s'amusent. C'est à cause d'elle, tout ça. Parfois, elle me fait chier. Non, c'est pas bien. C'est pas juste, c'est méchant. Pardon, maman. Et l'assurance, ils vont me priver de permis. Comment je ferai pour travailler sans? Et les traites de l'appartement, qui va les payer? 9, 10, arrête de paniquer. Tu nettoies tout, tu changes ta roue, et tu rentres chez toi. Ni vu ni connu, comme tu dis souvent. C'est juste l'aile qui frotte. Je la redresse et ça va aller. Je lui dirai rien. Sinon, elle va encore hurler. Tu conduis trop vite, tu fais jamais attention. Mais le stop, c'est pas moi, c'est l'autre. L'abruti qui m'est rentré dedans. S'il a relevé mon numéro d'immatriculation, je suis foutu. Mais non, pourquoi? On fera pas le rapprochement. À quoi ça tient la vie tout de même? Une fraction de seconde de plus ou de moins. Pas d'accident, pas de catastrophe. Une belle chemise comme ça fait mal au cœur. Oh là là, j'ai la tremblote, j'arrive même pas à boutonner. Je vais m'asseoir, enfiler le pantalon. Maintenant, mon peigne. Qu'est-ce que j'ai fait de mon peigne? Si j'ai plus d'ordre, c'est la fin des haricots. Ah, le voilà, nickel. Qu'est-ce que ça schlingue là-dedans? Il est quelle heure? J'ai une faim de loup. Il y a moins de soleil. Non, j'y crois pas. Si tard? Il faut que je me barre. Un coup d'œil dans le rétro pour voir quelle tête j'ai. Je respire à nouveau, ça va mieux. La voix calme, les mains qui ne tremblent plus. Je serais même capable de sourire, de mener une conversation, de parler du temps magnifique de ces jours-ci.
Bravo mon pote, sacré sang-froid. Faut le faire après un truc pareil. C'est comme mon demi-tour au carrefour. Si la roue n'avait pas frotté, on m'aurait jamais rattrapé. Parfois je m'épate, mais faudrait éviter les émotions fortes. À force, mon cœur va s'user, être vieux avant l'âge. Bon, je rentre à Nice, je dis rien à maman. Samedi, je fais réparer la voiture sans déclarer l'accident. Tant pis pour ma paye. Je demande une avance, j'échelonne le remboursement, j'achète moins de cigarettes, moins d'essence. Faut être un homme, faut assumer. Et voilà, c'est plié. J'ai jamais mis les pieds à Marseille, sauf quand j'étais tout petit. Je suis au courant de rien, mais voilà que ça me reprend l'angoisse. Faut pas que j'y pense. C'est jamais arrivé, je te dis. Ça n'a pas pu arriver, c'est juste un cauchemar. Tu respires, tu te concentres sur Bastard, tu lui parles gentiment. Voilà, sa roue est changée, l'accident on oublie, tu vas la bichonner. Pas de secousse, pas de dodane, tu roules mollo pour une fois, comme un papy. Mais pourquoi elle avance pas? Tu boudes? Allez, avance. Mieux que ça. Oh non, me fais pas ce coup-là. Je te promets, plus de bobo, plus rien. Arrête de patiner, mais qu'est-ce que tu fous, Bastard? Avance, je te dis. Avance. Chapitre 7. Le vélomoteur des Pozzi entre en pétaradant dans la cour de l'évêché, le célèbre commissariat central de Marseille. Une véritable institution, au même titre que le 36 quai des Orfèvres à Paris. L'ancien palais épiscopal qui jouxte la cathédrale de la Major vibre encore des soubresauts de la French Connection, un trafic d'héroïne entre la France et les États-Unis qui a mobilisé les plus grands truands et les plus grands flics. Parmi eux, le commissaire Branlant, Paul Branlant. Un nom de famille qui lui vaut des moqueries et des sourires en coin depuis l'école primaire. Il en a pris son parti. Il accueille les allusions et les bons mots d'un moulinet de la main qui signifie « cause toujours ». Un faux signe de lassitude car il a le sens de l'humour. Dans son portefeuille, il conserve une photo anthropométrique de lui-même, prise de face et de profil, comme celle des malfrats. Elle lui rappelle, s'il était tenté de l'oublier, qu'il est fabriqué comme eux de chair et de sang. Il fait bien son boulot. Il traque les voyous. Il les pince, il les malmène. Est-ce une raison pour se prendre au sérieux? Surtout pas. Il est opérationnel sur le terrain, galant avec les dames, surtout si ce sont des putes, et toujours solidaire de ces hommes qu'il appelle patrons, avec respect. Il a choisi ce métier pour l'action, le risque et l'esprit d'équipe. Il n'est jamais lassé. Il se sent utile et se félicite de nettoyer la merde pour que le citoyen honnête puisse dormir tranquillement. Le sang, les viols, la drogue, les femmes mortes au petit matin tuées par un mari jaloux, la prostitution forcée, la folie, la misère, les enfants arrachés à des parents incapables, sans compter les visions d'horreur d'un attentat. Son quotidien est celui des bas-fonds. Il en tire une vision du monde manichéenne. Pour lui, il existe d'un côté les bons, qu'il protège, et de l'autre les méchants, qu'il arrête sans aucun état d'âme. Sa longue et belle carrière l'a rendu difficile à impressionner. Sauf quand il s'agit d'enfants couverts de bleu. Quand il les voit battus, violés, tués, il lui arrive d'avoir les larmes aux yeux. On l'aime aussi pour ça, le patron. Pour son courage et son grand cœur. Ce lundi de Pentecôte, il est de permanence. Comme d'habitude, la porte de son bureau reste ouverte. Il veut sentir le guichet. Il est environ 14 heures quand déboule le vélomoteur des Pozzi. Nino collé à son père comme un bébé des pays chauds dans le dos de sa mère. Marcello laisse tomber l'engin sans le garer. Il brandit la photo de sa fille, crie qu'elle a disparu, parle en désordre de la voiture et du chien. Au son de sa voix, Branlant saisit l'urgence de la situation. Si ce n'est rien, il faut calmer cet homme. Si c'est grave, il faut l'aider. Le commissaire sort de son bureau, dit au garçon de s'asseoir sur le banc et entraîne le père avec lui. L'inventeur, dans le vocabulaire policier, est celui qui révèle l'affaire criminelle, tel le mari annonçant la disparition de sa femme. Pour un enquêteur, il est le premier suspect. Marcello Pozzi doit donc énoncer son nom, sa date de naissance, son lieu de résidence. Préciser qu'il est marié depuis 11 ans avec Marcia, qui est bien la mère de la petite disparue. Ils ne sont pas divorcés, ni même en conflit. Non, il ne se connaît aucun ennemi. Il n'a pas le premier sou d'une rançon. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.